Ceci est une arme de destruction massive. L'été, je me couche très tard, quand je vais aider mon oncle dans les champs, à la ferme. Faut faire gaffe aux griffes des ballots de paille sur les jambes. La paille, pour moi, c'est facile. C'est pas les ballots de paille comme ça qui griffent les jambes. Non, nous, c'est des ballots de paille pour faire des conférences de presse. C'est-à-dire qu'on ramène des ballots de paille, on les pose devant la Chambre d'agriculture avant de partir à Bruxelles à pied, parce qu'on doit aller rencontrer les institutions à Bruxelles pour parler de notre installation. Et là, devant la Chambre d'agriculture, on pose les ballots de paille et on invite les journalistes à s'asseoir sur les ballots de paille. Bon, ça, c'est une chose avec les ballots de paille. Bon, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui viennent, en fait, voire pas du tout cette année. Du coup, la paille, on la retrouve aussi pour faire des blocages. Récemment, on a bloqué le parking Vinci là, sur la grande place de Lille. Du coup, on a mis des ballots de paille, de la terre, du compost pour lutter contre l'aéroport, le projet d'aéroport là, de Notre-Dame-des-Landes. Et puis sinon, aussi, on dort sur la paille durant nos voyages. L'été, ce qui est de moins drôle, c'est d'aider ma grand-mère à la cuisine, quand il faut donner à manger aux ouvriers qui viennent aider pour les moissons. Moi, la cuisine, en fait, c'est mon truc. Moi, j'adore cuisiner. Je suis paysan, du coup, à la campagne, paysan précaire. J'ai ma petite cuisine. Alors moi, ce que je raffole faire, c'est des bonbons au caramel, des sirops de citron, des biscuits sablés au citron aussi. J'aime beaucoup le citron. Voilà, ça, c'est ma passion, la cuisine. Ils ont faim, et les mains noires, même quand ils se les lavent. En fait, certains sont d'anciens mineurs. Ça, les anciens mineurs, pour moi, en fait, c'est un peu comme les paysans. Les anciens mineurs, maintenant, on les retrouve plus qu'au musée, quoi, en gros. Et les paysans, moi, j'ai l'impression qu'on va bientôt les retrouver aussi au musée. Moi, je reviens du Mali. C'était un voyage formidable. Quand je suis arrivé à Bamako, je suis arrivé en avion. Donc, on m'a transporté de l'aéroport jusqu'à la maison dans laquelle j'allais séjourner. Donc, on m'a transporté en voiture. On est passé par le centre-ville de Bamako, qui ressemble peu ou prou à un centre-ville occidental, dans le sens où il y a des grandes routes bitumées, et puis des habitants durs, des gros bâtiments. Donc ça, c'est assez petit et ça s'efface très vite, en fait. Et tout ce qui reste, c'est de la terre d'un rouge très particulier, une terre ocre. Partout, de la terre ocre, à perte de vue. Et sur cette terre ocre, des familles entières qui vivent dans des bidonvilles, dans des cabanes de bois et de métal. Ouais. Moi aussi, je reviens de vacances. Enfin, de vacances. Non, de 2 semaines, enfermée dans l'appartement de ma sœur, à écouter ma nièce rôter, péter et sucer un sein. C'était un peu long. Mais en fait, elle était tellement occupée avec son bébé que du coup, je suis devenue à peu près aussi indispensable, mais aussi ignorée que le phosphore. Ouais, que le phosphore. Du coup, je me suis mise à faire... j'ai fait la vaisselle, j'ai fait à manger, j'ai fait le ménage, j'ai fait les courses. Ah, les courses. Et tes courses, tu les as fait tout au supermarché, j'imagine, comme la plupart des Français, non? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi je vais de moins en moins au supermarché? Est-ce que vous savez pourquoi des millions de paysans meurent de faim dans le monde? Vous savez ce qu'est devenu la ferme de mes grands-parents? Et à votre avis, le phosphore, il est parti où? Et les paysans sans terre vont-ils finir par trouver des terres? On est là ce soir devant vous. On a tous une petite histoire liée à l'agriculture. Moi, j'allais aider mon oncle dans les champs l'été, quand j'étais petite. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture par le biais de l'alimentation. J'ai commencé à me poser la question des conséquences de mes choix alimentaires. Moi, c'est les fesses par terre dans le petit potager de mes parents à l'âge de 2-3 ans. Je crois que c'est là où j'ai commencé un peu l'agriculture. Après, j'ai repris vers 20 ans, où j'ai commencé à travailler avec les associations de jardins communautaires, etc. Et là, je pense que c'est reparti à nouveau pour moi. Voilà. Non, mais moi, c'était complètement par hasard. Je suis rentrée dans une école d'ingénieur en agriculture. Et du coup, j'ai fini par m'y intéresser vraiment. Voilà. D'accord. Donc moi, mon lien à l'agriculture, personne ne s'en moque. Moi, mon lien à l'agriculture, ce sont les champs que je traverse toute l'année. En fait, je suis conducteur de train.
et depuis 15 ans, je tire des marchandises. C'est un métier. Et tout comme vous, je mange, j'achète, je consomme, je vis quoi. Temps libre, pouvoir d'achat. Au supermarché, les marchandises, je ne les tire plus, je les pousse. C'est bien le supermarché, il y a tout sur place. Tout ce que je désire, je le trouve. Tu te promènes dans les allées. Un DVD dans le caddie. Une perceuse en promo dans le caddie. Allez-y, direction de l'alimentation. Je pars avec mon caddie. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai faim et que je fais les courses, c'est la cata. Tout y passe. Les chips, les biscuits, les yaourts, par 2, par 4, par lot, par pack, en promo, en tête de gondole, tout! Et le liquide qui va avec. Alcool, sans alcool, bulle, sans bulle. Soif, envie, abondance, choix, facilité. Alors je continue mon tour et je me rends compte d'une petite voix à l'intérieur. Ma conscience doit savoir. Pour équilibrer mon caddie, il me faut des fruits et légumes. Des fruits et légumes, parfaitement. Ah ouais, donc du coup, c'est pas ma conscience, quoi, c'est la pub. Je prends des tomates, provenance, Maroc. Ouais, c'est bien. Ça fait travailler des gens qui en ont besoin. En plus, elles sont belles, rouges, nickel. Je prends des fraises. J'en mange toute l'année des fraises. C'est mon fruit préféré. Provenance, Espagne. Ouais, normal. C'est un peu plus chaud là-bas qu'ici. Je vais prendre des patates françaises. Ah ouais, c'est bien d'acheter un peu français quand même. C'est surtout des patates. Alors ça, c'était avant. Depuis, j'ai fait un tour du Nord-Pas-de-Calais en vélo, avec une bande de joyeux lurons, de tous âges. Rien à voir avec des marginaux ou des 68 heures attardés, non? J'ai le drapeau, Ou des quelconques marginaux. Publicité. Non, des poètes. Des gens responsables qui ont un travail et tout. Des gens dans leur époque. Mais, sans voiture pendant 2 semaines. Alors avec eux, j'ai pu expérimenter d'autres façons de me nourrir, de préparer les repas, souvent végétariens, mais pas obligatoirement, avec des légumes achetés dans les fermes qu'on a croisées. Même des plantes ramassées sur le bord du chemin. Donc, toute saison. De ces 2 semaines, j'ai surtout retenu les témoignages des paysans qu'on a rencontrés. Leur passé, leurs nombreuses difficultés d'installation, de vie, leur choix pour certains de passer en bio. Avec le regard de la profession, pas toujours bienveillant. Après avoir vu tous ces visages et ces mains rompues au travail de la terre, bah, ton légume, tu ne regardes plus pareil. Cette fois-ci, tu le vois. Tu l'imagines. Une graine d'abord. Arrosé. Choyé. Chéri. Grandissant. Et enfin, cueilli. Et ça change tout. Eh oui. C'est plus un légume que tu tiens dans ta main. C'est une force de travail et de nature qui, d'un truc petit, comme ça, devient ça. Moi, personnellement, je trouve ça magique. Magique? Carrément. Bon, enfin, n'importe quoi. Un petit peu quand même. C'est pas magique. C'est scientifique. Bah oui. Parce que pour passer de cette petite graine à cette grande courge, de quoi est-ce qu'elle a eu besoin? Alors, je ne vous vois pas vraiment, mais est-ce que quelqu'un a une idée de ce dont a eu besoin la graine? De l'eau. De l'eau, De lumière. de la terre, de la lumière. De l'air. Ouh là là là, que de réponse. Du compost. Alors ça, c'est une réponse qui me plaît bien parce que c'est
c'est vrai que justement, dans le compost, on va trouver ce dont je voudrais vous parler. On va trouver, il y en a qui ont vu des répètes, on va trouver 3 éléments que la plante aime bien manger. On va trouver donc de l'azote, du N, du potassium, du K et du phosphore, le P. Pas très loin d'ici, il y a la campagne. Et dans cette campagne, il y a un hangar. Et dans ce hangar, on va trouver un sachet sur lequel il y a écrit Super phosphate. super phosphate. Et en fait, si on ouvre ce sachet, dedans on va trouver des petits granulés blanchâtres qui contiennent entre autres du phosphore. Alors ce phosphore ne vient pas de nulle part, Et il pourrait venir par exemple d'une carrière. d'une carrière. par Mais où exemple. se trouve-t-elle? Mais où se trouve-t-elle? Far, far away, Martin, far, far away. Loin d'ici, aux States, par exemple, ou dans la RPC, République populaire de Chine. On a des carrières. Alors en fait, ici, on avait des carrières à charbon. C'est un peu le même concept, sauf que là, c'est des roches qu'on va arracher et qu'on va envoyer vers une usine que voici. Et il y a tout de mécanismes chimiques et mécaniques qu'on va récupérer cette petite molécule qui s'appelle le phosphore pour la mettre dans des granulés blanchâtres que l'on va mettre Dans un nouveau sac. dans un nouveau sac. Voilà. Alors, ce sac va partir chez notre agriculteur. Et l'agriculteur va pouvoir s'en servir, notamment... Mais certainement, il va l'épandre ou le mettre sur ses cultures, par exemple, non? Voilà, il va le mettre dans son sol. Dans son sol. Et dans ce sol, il va ensuite planter des graines. Et ces graines vont pouvoir utiliser le phosphore qui est dans le sol pour pousser. Voilà le blé. Voilà, et du blé par exemple. Et donc, avec ces plantes, il va nourrir ses animaux. Voilà la vache. Et ces animaux vont nourrir les humains. Voilà l'assiette des humains. Alors, donc le phosphore, si on récapitule, il est parti du sol, il est monté dans la plante, il est parti chez la vache et il est parti dans notre ventre. Mais alors, pour le coup, l'année prochaine, je sais pas vous, mais moi j'aurais encore envie de manger. Sauf que comme on a déjà utilisé le phosphore, il n'y en a plus dans le sol, donc il va falloir en remettre. Mais ce qui est absolument génial avec le phosphore, c'est que comme il est passé dans la vache, On peut le retrouver dans la bouse. on peut le retrouver dans la bouse. Donc la bouse va pouvoir retourner dans le sol et nous rendre un peu de phosphore. Alors vous allez me dire, certes la vache rend du phosphore, mais en attendant, nous aussi on a pris du phosphore. Vous aurez bien raison, sauf que bon, je sais pas vous, mais moi je ne défèque pas encore dans les champs, je vais aux toilettes. Et ces toilettes vont être renvoyées vers ce qu'on appelle des stations d'épuration. Ici même. Ici même, avec un superbe dessin. Et donc ces stations d'épuration vont traiter les eaux et vont produire ce qu'on appelle des boues. Et ce sont justement ces boues qui vont pouvoir retourner vers le sol et donc à nouveau renvoyer le phosphore. Et du coup, si on regarde le schéma, en fait on voit que le phosphore est parti du sol, et puis qu'il y retourne, et puis qu'il y retourne, et donc du coup on est quelque part capable de recycler notre phosphore. N'est-ce pas? En partie, totalement? C'est du Pourquoi 100% recyclé, tu crois? Ah oui. Y a-t-il une perte? Oui, il y a sûrement une perte. Et donc effectivement, si on peut se dire que si on obligeait chaque année d'aller récupérer du phosphore très très loin d'ici, c'est qu'on a dû avoir des pertes quelque part. D'ailleurs, j'ai les chiffres. Dans le monde, en fait, il y a 630 millions de tonnes de phosphore. Chaque année, on en extrait 16 millions. Donc 630 divisé par 16. Tu connais le chiffre, Ségolène? Je vais pas te forcément faire le calcul. Ça fait 40. Donc en fait, dans 40 ans, la carrière de phosphore que voilà sera vide. Once upon a time, il était une fois, dans le monde agricole, une terrible mésentente a éclaté. Deux clans se sont créés, les éleveurs et les polyculteurs. Ceux qui élèvent des bêtes et ceux qui font pousser des plantes. Alors bien sûr, des ponts ont persisté entre les deux clans,
Contre un peu de paille sèche, un polyculteur obtient un peu de bouse fraîche. Mais la population est grimpante, et les lobbies rampants sont rentrés dans la partie. Et ils ont poussé les agriculteurs à fertiliser plus pour faire pousser plus et produire plus d'aliments. Très rapidement, on a ouvert la chasse aux haies et arbres qui gênaient le passage des machines agricoles de plus en plus imposantes. Les cloportes, les vers de terre et autres petits organismes du sol ont été jugés trop lents dans leur travail. Alors on les a remplacés par le phosphore des carrières, pain béni des plantes, disponible tout de suite et sans effort. Aussi a-t-on continué à dédaigner la bouse de vache. Cette bouse qui donnait du cœur et de la force au sol, qui lui donnait la force de résister au vent et aux pluies. On a gavé la terre de phosphore béni, dont une partie s'échappe dès les premières pluies. Oui, c'est maintenant mon cousin qui a repris la ferme. Non, plus d'ouvriers, plus d'anciens mineurs, seul. 50 hectares. Il y bosse le soir, après son travail de consultant. Oui, les terres, non, elles sont restées presque intactes. Enfin, il y a juste le sédico du coin qui a grignoté quelques parcelles de champs de blé. Mais bon, c'est presque pareil qu'avant. Il fait des céréales, des pommes de terre, des betteraves. Les vaches? Non, il va arrêter. Trop prenant. Et puis il loge pas sur place, donc c'est pas gérable. Oui, elle est loin, hein, la ferme de mes grands-parents, quand mon grand-père allait livrer dans les corons les pommes de terre, et qu'en échange, les anciens mineurs allaient l'aider pendant les moissons. C'est quand même bizarre cette histoire de lait en poudre là. Le lait en poudre importé, moins cher que le lait malien sur place. Bon, je sais pas vous, moi ça m'étonne quand même. Parce que bon bah, il y a quand même le coût de la transformation, hein, le passage de lait liquide à lait en poudre, plus après le coût du transport. J'ai du mal à comprendre comment ce lait en poudre importé arrive à être moins cher que le lait liquide local. Moi, l'agriculture, déjà en France, bon, j'avais l'impression que c'était pas suffisant pour nourrir son homme, alors au Mali, avec les conditions climatiques, le peu de moyens, parce que bon, c'est pas avec 3 houes et 2 bœufs de trait qu'ils vont y arriver, les pauvres. Non, ces gens, ils ont besoin de nous, quoi. Je suis persuadé qu'ils ont besoin de notre aide. Et j'y crois vachement à ça. Quand je me balade à Bamako, dans le centre-ville, je vois des grands panneaux publicitaires vantant les mérites du lait en poudre Nestlé. Enfin, je me dis super. Les gens n'arrivent pas à produire sur place, donc du coup, nous, les pays du Nord, on leur fournit les produits qu'il leur faut, quoi. Le capitalisme mondialisé me montre alors là tous ses bénéfices. Et j'y crois vachement. J'y crois vachement jusqu'à ce que je me rende compte de cette histoire de lait en poudre là, moins cher que le lait liquide. Et là, bah, j'ai un doute, quoi. Je pense que tous ici, à peu près, vous connaissez plus ou moins l'histoire de David contre Goliath, hein, dans la Bible. Donc, bah, c'est une belle histoire, hein, c'est le petit gars qui n'a pas beaucoup de moyens, qui, à coups de cailloux, bah, arrive à vaincre la grosse marmule. Bah, l'histoire que je vais vous raconter, c'est un peu ça, sauf que bah, là, c'est Goliath qui gagne. Alors, depuis la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, depuis les années 50, en fait, les pays du Nord, les pays développés, ont augmenté leur productivité agricole très rapidement. Alors, comment elle est arrivée, cette augmentation de la productivité? Bah, grâce aux machines, hein, moissonneuses, symbolisées par ce petit tracteur. Elle est arrivée aussi grâce aux engrais, NPK, dont on a parlé tout à l'heure. Elle est arrivée aussi grâce à l'utilisation des produits phytosanitaires. Assez vite, bah, on a réussi à produire assez de nourriture pour nous, quoi. On est arrivé à une autosuffisance alimentaire. Donc on aurait pu se dire, bah, voilà, on maintient ce cap-là, puis on fait autre chose à côté, quoi. C'est suffisant pour nous. Bah, on s'est pas dit ça, hein. On a continué à vouloir produire plus, et donc on est rentré dans de la surproduction.
produire plus que ce qui nous est nécessaire à nous. Et puis, surproduction de certaines catégories d'aliments, notamment les céréales et le lait aussi. Donc on s'est dit, il faut bien qu'on fasse quelque chose de ces surproductions, on va les exporter dans les pays du Sud. Parallèlement à ça, il y a des mécanismes financiers qui sont venus se greffer dans les pays développés. Donc en Europe, ça c'est la PAC, la politique agricole commune. Donc, la PAC c'est quoi? C'est des aides financières alors, aux agriculteurs, mais aussi aux sociétés agroalimentaires. Et à la reine d'Angleterre. Et à la reine d'Angleterre. Donc au départ, la PAC, elle était faite pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et puis bien vite, l'outil a été dévoyé, hein, et maintenant, ça encourage en fait l'exportation de produits, quoi. La majorité des aides va pour l'exportation. Donc ces trois facteurs, hein, productivité grandement augmentée, surproduction, les aides, ça a entraîné une baisse générale des prix des aliments. Pour exporter un produit, à un moment donné, il faut passer une frontière. Donc qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ce qui se passait avant. Il y avait des douanes, et puis il y avait des taxes. Donc, le produit, quand il rentrait dans le pays, automatiquement, son prix final montait, quoi, par le biais de la taxe. Bon, je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, nous, on a un problème de dette en France. Alors ce problème de dette, dans les pays du Sud, ils le connaissent depuis bien plus longtemps que nous. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais ils le connaissent déjà. Et les ambulanciers de maintenant étaient déjà présents avant, donc le Fonds monétaire international, en l'occurrence, était là pour les aider. Et donc, il a toujours les mêmes solutions à ce problème, c'est faire libérer l'économie, quoi. Libérer les échanges. Donc comment ça se passe, ça? En général, casse des services publics, et puis aussi, suppression, ou alors réduction drastique des taxes douanières. Donc du coup, maintenant, le produit, quand il rentre dans le pays, il a quasiment le même prix après avoir passé la frontière qu'avant. Donc ça a aussi été favorisé par les règles de l'OMC, hein, qui eux aussi favorisent le libre-échange. Dernier point, donc pour exporter, il faut aussi transporter, hein, le produit d'un endroit A à un endroit B. Alors on a eu de la chance dans les 50 dernières années, c'est que... la chance... ça dépend de quel point de vue on se place, c'est que le pétrole était vraiment pas cher. Il est toujours pas trop encore. Et donc du coup, le coût du transport est négligeable sur le prix final du produit quand il arrive dans le sud, quoi. Donc, si on reprend tout ce mécanisme-là, donc grande productivité, surproduction, aide de la PAC, baisse généralisée des prix, fin des taxes douanières, et coût du transport négligeable, on en arrive au fait que les produits du Nord arrivent dans les pays du Sud à un niveau de prix à peu près équivalent, voire inférieur à des produits locaux, aux produits locaux. Donc qu'est-ce qui se passe? Les consommateurs dans les pays du Sud, ils sont comme nous, hein, ils achètent moins cher. Et donc les produits locaux sont petit à petit supplantés par les produits d'importation. Et qui dit produits locaux supplantés dit aussi paysans qui n'ont plus d'activité, quoi. Ils n'ont pas le choix, les paysans, il faut qu'ils aillent en ville pour trouver du boulot, qu'il n'y a pas forcément d'ailleurs. Mais ils ont un autre choix, c'est de faire des produits de rente, donc des produits pour nous. Donc les produits de rente, c'est quoi? Donc c'est la banane, le chocolat, le café, le thé. Ça peut aller aussi jusqu'à des productions illicites, hein, style cannabis et coca. Plutôt les pays développés qui en consomment le plus. Et donc voilà, ils ont ce choix-là, mais comme tout le monde ne peut pas faire des bananes, du café, du coton, voilà, il y en a très peu qui le font, et puis les autres font grossir les rangs des bidonvilles, parce que voilà, c'est un exode rural, un peu comme ce qu'on a pu connaître, sauf que nous, quand les gens arrivaient en ville, il y avait du boulot. Là, il n'y en a pas. Alors ce mécanisme, on a pu aussi le voir en action en 2008, je pense que certains d'entre vous s'en rappellent. Il y a eu un épisode que les médias ont appelé les émeutes de la faim. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mauvaise récolte en Australie, qui est un des greniers à blé mondial aujourd'hui. Et du coup,
moins d'offres avec une demande égale, bah, le prix des céréales a augmenté grandement. Donc bah, du coup, comme ces céréales ils sont destinées en partie aux pays du Sud, bah, les gens, les locaux, ils pouvaient plus se les payer. Et bah du coup, ils sont allés dans la rue sans dire, bah voilà, on peut pas acheter à manger, quoi. Parce qu'ils n'ont plus de production vivrière. Il n'y a plus de paysans locaux pour faire de la production vivrière. Et parmi ces 800 millions à 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim, eh ben, il y en a 75% qui sont des paysans. Donc les gens qui sont censés nourrir les autres. Par ce mécanisme-là. Hein. Donc voilà, bah, voilà, quand je vois les conséquences que ça a, tout ça là, et encore, je vous ai pas tout dit, bah, je sais pas vous, mais moi ça me fout un petit peu la rage quand même. Bah merci Kevin. Et là, parce qu'il introduit parfaitement la suite. Le regard qu'on peut avoir sur la nature depuis la ville, il est de plus en plus difficile à atteindre, puisque la ville se ceinture de zones d'activité industrielle, de zones commerciales, d'autoroutes, de voies TGV, et il devient de plus en plus difficile pour un hérisson, c'est sûr, de venir de la campagne jusqu'à la ville, ou pour un hérisson de sortir de la ville pour aller vers la campagne, hein, on peut imaginer que lui aussi il puisse voyager. Et pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, avoir une vue sur la nature, pour des jeunes, des jeunes de la ville aujourd'hui, pour atteindre cette zone qui est la nature, et une nature qu'on peut imaginer accueillante, jolie, qui est nourrissante, qui est plaisante, enfin, il fait bon de s'allonger dans l'herbe, hein. Et ben le jeune, il doit ramer pour l'atteindre, cette nature. Et du coup, l'idée c'était tout simplement d'inviter les uns et les autres à faire un demi-tour sur place en tant que personne attirée par le centre-ville, tournée vers le centre-ville. On fait un demi-tour sur place, on grandit comme Gulliver, parce qu'aujourd'hui il faut grandir comme Gulliver pour voir à nouveau la nature. Et là, à nouveau, on réaperçoit la nature. Et là, on demande aux amis qui regardent cette nature, on leur dit, mais alors, qu'est-ce que vous voyez dans cette nature? Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette nature, aujourd'hui? Moi, Martin, ce que je vois, bah, c'est une multitude de petites fermes avec des paysans qui innovent, qui créent la vie, avec des nouvelles techniques, avec, je sais pas moi, de la culture sur butte permanente, des forêts fruitières. Et puis je me vois, moi, en vélo, aller dans ces fermes, et aller apprendre ces techniques et partager la vie de ces paysans. Alors moi, je vois des hommes, des femmes qui veulent cultiver la terre, qui ne trouvent pas de terre, qui ne peuvent pas y accéder. Et d'autres, à côté, qui décident de les aider dans ce combat d'accès à la terre. Moi, je vois la campagne, évidemment. Mais je vois une campagne qui est vivante. Et si elle est vivante, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, il y a beaucoup de paysans. Des paysans qui ont des fermes à taille humaine et qui créent de l'emploi. Eh bien moi d'ici, je vois des AMAP et des ventes à la ferme pour nous reconnecter à notre alimentation. Après tout, l'alimentation, c'est notre première médecine, non ?